Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, les élections législatives annoncées pour le mois de juin 2021 en Éthiopie. Mais sur place, l'opposition estime que les conditions actuelles ne permettent pas le bon déroulement du scrutin. L'Organisation internationale de la francophonie plaide en faveur de la bonne gouvernance. Plaidoyer dans un contexte marqué par une dégradation de la situation politique dans plusieurs pays africains, en raison notamment de modifications controversées de la Constitution permettant à des dirigeants de se maintenir au pouvoir. Résurgence des contaminations au Covid-19 à Madagascar, mais à l'heure où il est question de la vaccination, le pays mise sur son remède traditionnel. Aucune étude scientifique ne vient étayer son efficacité thérapeutique. Mais tout d'abord, la reprise ce mercredi 30 décembre de la campagne en Ouganda du côté du camp de Bobi Wine. Le candidat à l'élection présidentielle, prévue le 14 janvier, avait suspendu sa campagne dimanche après des affrontements entre les forces de sécurité et ses partisans. L'opposant Bobi Wine, qui s'affiche comme étant le principal rival du président sortant Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986, il va briguer un sixième mandat en 2021. En Éthiopie, la commission électorale a annoncé que les élections législatives et régionales se tiendraient le 5 juin 2021. Elles avaient été repoussées pour cause d'épidémie de coronavirus. Leur tenue, un enjeu capital pour le pouvoir. Il s'agit en effet de redonner une assise démocratique à un gouvernement fédéral contesté et engagé dans des opérations militaires à l'intérieur même du territoire. Mildred Yamou. L'Éthiopie tiendra ses prochaines élections législatives le 5 juin 2021. L'information est contenue dans une déclaration rendue publique le 25 décembre 2020 par le Conseil national électoral d'Éthiopie. Selon l'institution, l'inscription des électeurs sur les fiches électorales se déroulera du 1er au 30 mars 2021 et les candidats pourront quant à eux s'inscrire pendant la période allant du 31 mars au 1er avril 2021. Il est donc urgent aujourd'hui pour le gouvernement d'Addis Abeba de pouvoir préparer cette transition politique en suscitant de nouveaux engagements politiques dans cette partie évidemment de l'Éthiopie pour que l'émergence de nouvelles classes politiques tigréennes puisse voir le jour en réalité. Donc ce report est tout à fait dans le cadre d'une stratégie politique qui prend en compte les réalités régionales de cet État du Tigré. L'annonce intervient 7 mois après le report officiel des élections en Éthiopie qui était initialement prévu pour le 29 août 2020. Cette décision prise en raison du coronavirus avait provoqué des tensions entre le gouvernement et le Front de libération du peuple du Tigré qui ont déclenché un conflit armé. Malgré l'annonce de la fin des combats par le Premier ministre Abiy Ahmed, la situation sécuritaire dans la région n'est pas complètement rétablie. Nous sommes encore loin de la fin des hostilités dans le Tigré, parce qu'en réalité, cette guerre menée par ce front de libération rentre dans le cadre d'une logique purement identitaire et culturelle. Et les Tigréens se réclament essentiellement d'un État. Donc il est évident aujourd'hui qu'elle veut reconquérir alors le pouvoir. Donc si nous estimons que nous sommes également à la fin de ce conflit, j'en doute, cette organisation reste aujourd'hui très désemparée, parce qu'en réalité, elle a besoin des soutiens politiques, évidemment, de la sous-région. Donc il est donc évident que dans les mois qui suivent, nous risquons d'avoir une reprise des hostilités si elles bénéficient alors d'une base arrière dans les pays évidemment de la sous-région. Même si la nouvelle date du scrutin est connue, son organisation demeure perturbée par la résurgence des cas confirmés de Covid-19 et l'instabilité politique dans la région du Tigré. D'après les autorités, les résultats du scrutin devraient être publiés entre le 6 et le 28 juin 2021. Les progrès de gouvernance en Afrique ralentissent selon plusieurs études, dont l'indice Mo Ibrahim, un ralentissement des progrès ces 5 dernières années et de manière préoccupante, souligne la Fondation, mais aussi les observateurs. Démocratie et bonne gouvernance, thématiques autour desquelles l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, s'est récemment exprimée. Marie-Raphaël Antolo. Alerte précoce, règlement pacifique des crises et des conflits, accompagnement des processus de transition et de la consolidation de la paix sont les actions menées par l'Organisation internationale de la francophonie en Afrique.
Ces interventions s'inscrivent dans ces missions de promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance au sein des pays membres. Lors de l'émission tenue le 22 décembre 2020, émission qui clôturait 2 mois de consultation de la jeunesse francophone, l'organisation est revenue sur ses actions de promotion de l'équitabilité des différentes couches sociales au sein de sa communauté. L'Organisation internationale de la francophonie dans ses missions contribue à l'ancrage de la démocratie et à l'enracinement de l'état de droit dans l'espace francophone. Si elle veut implémenter une bonne gouvernance en Afrique, elle se doit de prévenir les dérives que nous voyons aujourd'hui. Cela passe par une éducation solide qui conduit tout citoyen au respect des règles prescrites, lesquelles règles sont pour le bien-être du peuple. Prévenir en accompagnant les États, les classes politiques à œuvrer dans la transparence. Elle doit se doter des mesures cliniques curatives, c'est-à-dire apporter des réponses concrètes lorsque les droits de la population sont bafoués, lorsqu'il y a une mauvaise gouvernance. Les discriminations liées au genre, la violation des droits humains, les violences électorales sont des maux qui affectent nombre des pays membres de l'OIF sur le continent selon de nombreux observateurs. À cet effet, l'OIF développe des partenariats avec les grands acteurs étatiques des structures de maintien de la paix dans le but de contribuer à l'instauration d'une véritable paix durable fondée sur la consolidation de la démocratie. Dans son bilan, je crois que par sa présence et sa prise de position, elle a obtenu des résultats relativement positifs, notamment dans la promotion et la protection des droits de l'homme. En conclusion, l'OIF est une institution qui se fortifie de jour en jour. Donc oui, elle peut impacter sur la bonne gouvernance en Afrique dans la mesure où nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous changeons de mentalité. Soulignant que l'objectif de l'OIF est de participer à l'émergence d'une vision stratégique qui rassemble les États francophones autour des enjeux de maintien de la paix et d'appuyer l'opérationnalisation de leurs capacités. En cette année marquant son 50e anniversaire et 20 ans d'existence de la déclaration de Bamako pour la démocratie en Afrique, l'OIF est plus que jamais consciente de l'impératif à œuvrer pour un véritable état de droit qui soit au service des plus vulnérables. Au Gabon, le Parlement a adopté ce mardi la nouvelle constitution, un projet controversé. Il est question de plusieurs modifications, mais la plus notable concerne l'intérim du chef de l'État. La modification prévoit qu'en cas de vacance du pouvoir, l'intérim du président de la République soit assuré par un collège composé du ministre de la Défense et des présidents des 2 chambres du Parlement. Nathalie Mo. Une nouvelle modification de la Constitution adoptée au Gabon ce 29 décembre 2020 a marqué un tournant décisif dans la vie politique du Gabon avec l'intégration du concept d'indisponibilité temporaire du président de la République équivalent à la vacance du pouvoir. C'est une forme d'avancée démocratique puisque cette réforme constitutionnelle va désormais mettre fin, du moins officiellement, aux intrigues et autres manigances que nous avons pu voir depuis que la maladie d'Ali Bongo avait privé ce dernier d'exercer pleinement son pouvoir. La révision de la Constitution du Gabon a établi un triumvirat pour diriger en cas de vacance du pouvoir. Ainsi, en cas d'empêchement du président de la République, le pouvoir sera confié au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au ministre de la Défense. Le triumvirat qui va désormais gérer le Gabon en cas d'incapacité du président de la République est en réalité une supercherie politique puisque vous le savez, au Gabon, le PDG a la majorité et gère toutes les institutions. Ce triumvirat consacre en fait le pouvoir au sein du même groupe, c'est-à-dire le Parti démocratique gabonais, et lui donne en fait toutes les marges pour ne pas favoriser l'alternance. C'est la 3e fois sous l'ère Ali Bongo Ondimba que la constitution gabonaise subit des modifications. La révision nouvellement adoptée a cristallisé les débats politiques dans le pays, avec notamment un ferme rejet de l'opposition et de la société civile. Saleh Kebzabo dans le collimateur de la justice tchadienne. Le député et ancien chef de l'opposition risque des poursuites judiciaires. D'après une note du ministère de la Justice, l'opposant aurait porté atteinte à la paix et à la tranquillité publique. Les faits remontraient au 22 décembre dernier. Il aurait incité les jeunes de son fief de Tandjilé-Ouest à la haine. Si la procédure aboutit, Saleh Kebzabo pourrait voir son immunité levée compte tenu du fait que le parti au pouvoir est majoritaire à l'Assemblée nationale.
Frédéric Joël Laivo, l'un des potentiels candidats à la présidentielle béninoise prévue le 11 avril, poursuit le dialogue avec les populations. Depuis 2 ans, cet opposant sillonne le pays qui va dans quelques mois se rendre aux urnes. Le pouvoir promet un scrutin inclusif ouvert à ses opposants, mais l'opposition, y compris celle à laquelle est affilié Frédéric Joël Laivo, reste méfiante, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Lefti Ounou. Après 10 jours de confinement à polémique, l'opposant professeur Frédéric Joël Laivo a décidé de poursuivre son dialogue itinérant national entamé depuis 2 ans. Il a rencontré les populations de la commune d'Abomey-Calavi, notamment de Godomey. À cette étape de la marche vers la Marina, il a eu le soutien des délégations de 2 partis politiques de l'opposition. Il s'agit de la Grande Solidarité Républicaine GSR et les démocrates LD de l'ex-président de la République Thomas Boniaï. Cher professeur, nous constatons avec bonheur qu'habituellement vous êtes seul face aux populations. Aujourd'hui, vous avez avec vous d'autres partis de l'opposition dont nous saluons la présence. Malgré les intimidations de la police républicaine, les populations de Cotonou 2, notamment Akpakpa et Nawa, ont investi Vodou Honto, lieu d'accueil de la seconde rencontre du professeur Frédéric Joël Laivo. Enthousiasmé, l'opposant politique, une fois sur les lieux, a réitéré son engagement pour la conquête du pouvoir et sa vision prospère du Bénin. La fonction de président de la République du président Talon prend fin le 6 avril 2021. À partir du 5 avril 2021 à minuit, le président Talon n'a ni la légitimité ni la légalité. Il n'a plus la puissance et l'énergie que le peuple lui a donnée. Le professeur de droit constitutionnel Frédéric Joël Laivo entend effectuer des réformes consensuelles dans les secteurs de l'éducation, la santé, la justice et la promotion de la liberté d'expression en vue de redorer l'image du pays s'il accède à la magistrature suprême. Le professeur Frédéric Joël Laivo milite entre autres pour l'exécution des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à l'encontre de l'État béninois, la tenue d'une table ronde inclusive et consensuelle avant la présidentielle de 2021, la libération des détenus politiques et le retour des exilés politiques. Alors que les premières campagnes se mettent en place à travers le monde, la question se pose de plus en plus sur le continent africain, notamment à Madagascar. Les Malgaches pourront-ils se faire vacciner contre la Covid-19? La question est loin d'être tranchée. Le gouvernement se montre en effet sceptique à l'égard de la vaccination, préférant pour le moment mettre en avant un remède traditionnel. Samantha Saberou-Saboubanga. Depuis le début de la pandémie du coronavirus, Madagascar a opté pour sa médecine locale au détriment des solutions importées. Alors que les premières campagnes ont commencé à se mettre en place à travers le monde, les dirigeants de la grande île se distinguent par leur sceptisme à l'égard de la vaccination. Les autorités malgaches préfèrent les remèdes locaux vulgarisés par le président André Rajoelina. Le Covid organisme et d'autres médicaments sont ainsi distribués dans le pays à travers le réseau national de pharmacies et des centres de santé. Aujourd'hui, la position malgache au sujet de la vaccination et le fait que le président André Rajoelina ait refusé d'inscrire Madagascar dans le programme COVAX Facility démontre encore aujourd'hui que on reste dans une tradition qui veut mettre en exergue l'autodétermination, la souveraineté et s'appuyer sur les ressources endémiques. Aujourd'hui, ce qu'on peut remarquer, il y a une campagne de dénigrement qui est accentuée sur la situation malgache. La Grande Île fait partie des pays les moins touchés du continent par la pandémie du coronavirus. Face à cela, le gouvernement a donc décidé de ne pas solliciter le système d'aide internationale car il attend de voir les résultats dans les pays qui l'utiliseront en premier. Toutefois, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a mis en garde le pays. Mais pour le président malgache, le Covid organique renforce les défenses immunitaires et permet une guérison rapide en 7 voire 10 jours de la maladie. Et le risque qu'il peut avoir avec la position malgache, c'est de voir finalement des pays du Sud et notamment des pays d'Afrique noire se dire que nous aussi, nous allons utiliser nos ressources endémiques et notre plante médicinale et c'est une alternative plausible à la vaccination.
Parce qu'aujourd'hui, force est de constater, si on s'appuie sur la communauté scientifique, on sait d'ores et déjà que pour lancer un vaccin, il faut normalement entre 10 et 14 ans pour pouvoir le faire et le mettre son utilisation. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune assurance. Alors aujourd'hui, ce critique acerbe dont fait l'objet le Covid Organics, c'est des critiques qu'on peut potentiellement transposer également à la politique vaccinale. Malgré une légère augmentation des cas positifs, Madagascar n'a pas connu une deuxième vague de contamination. Face à cette hausse, les personnes atteintes par le Covid-19 sont désormais tenues de se soigner à l'hôpital et non plus à leur domicile. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.